Merde. Bonjour à tous, Vincent Chalamer, coach, médecin, heureux de vous recevoir sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Guenec. Bonjour Nathalie. Bonjour Vincent. Merci d'avoir accepté cette invitation. Le but de cet entretien est de faire plus ample connaissance avec toi, avec ton actualité, ton parcours, et si nous avons le temps, éventuellement les charges émotionnelles que tu as pu vivre et faire aussi un focus sur la manière dont tu as pu gérer tout ça tout au long de ton parcours. Donc je vais te présenter et puis tu pourras, si tu le veux, compléter cette présentation qui est juste très, très sommaire. Donc tu es coach en reconstruction et développement personnel. Tu as eu un parcours dans les assurances et la banque. Tu t'es investi dans une association qui s'appelle Endo-France, dans laquelle tu es bénévole. On peut te retrouver sur une page Link, on peut te retrouver sur Facebook aussi. Et puis, je ne sais pas si tu as un site, par contre. Si j'ai un site que je vais d'ailleurs remodeler, je pense, qui s'appelle AGC Révélation de potentiel avec un S.com. D'accord. Ok, très bien. Donc, je le noterai sur les commentaires en dessous de la vidéo. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à cette petite présentation? Non, c'est exactement ça. Parcours salarié qui m'a amené à devenir coach. J'ai aussi on va dire une dernière activité qui est plutôt dans le bien-être, le bien vieillir. Pour moi, c'est important d'apporter de la transformation aux gens et pour se sentir bien dans sa peau, parfois ça passe aussi par une transformation physique. Donc, c'est une activité que j'ai à côté et que là, je suis en train également de redémarrer. D'où le fait que je vais refaire un petit peu mon site et tout ça pour compléter mon activité de coach en reconstruction. Tout réaménager. D'accord, parfait. Oui. Est-ce que tu peux expliquer en quelques phrases le chemin que tu as suivi pour arriver au métier de coach? En quelques phrases, ça va être dur. Ça a été, Tu as le temps que tu veux. on va dire, un long cheminement, oui et non. En fait, je pense que j'ai toujours porté ça en moi. Moi, je fais du développement personnel depuis très, très longtemps, mais ça s'est accéléré, on va dire, en 2015, parce que j'étais à l'époque entre deux travails. Je me rappelle à l'époque, je voudrais parler de cette anecdote parce que comme j'étais en période de recherche active pour devenir agent général d'ailleurs, une personne m'avait contacté et je pensais que c'était un recruteur. Et la première question qu'il m'a posée, il m'a demandé mais Nathalie, qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Et comme je n'avais pas eu le temps de réfléchir, j'ai dit aider les autres. Et immédiatement après, d'ailleurs, je me suis dit mais pourquoi tu as été dire ça à un recruteur? Je me suis sentie vraiment bête et j'ai laissé ça de côté. Et c'est dommage parce qu'en 2015, si j'avais pris le temps d'analyser pourquoi j'avais fait cette réponse qui pour moi venait vraiment de mon âme, de mon cœur, je pense que je serais devenue coach beaucoup plus vite. Donc mon parcours, c'est juste le travail en entreprise était plus possible pour moi. Je pense que ce métier de coach, je le portais en moi. J'étais manager dans une compagnie d'assurance ces dernières années, donc manager commercial. J'avais une équipe d'une dizaine de personnes environ. Et en fait, je me rends compte que ce que j'aimais avant tout dans ce métier-là, c'était les entretiens individuels qu'on faisait une fois par mois. Alors normalement, qui étaient censés être axés sur l'aspect commercial, bien sûr, combien tu vas faire, et aussi sur comment tu vas faire. Et moi, sur les personnes en difficulté, j'essayais plutôt de les aider à prendre confiance en elles, pour justement faire des belles choses aussi commercialement. Donc, je portais ça déjà en moi. Et au fil des années, finalement, c'est que cet aspect-là que j'aimais dans mon métier. Et il y a eu un moment donné où il y a eu une urgence, c'est-à-dire que j'étais vraiment plus bien dans mon poste. J'ai compris après coup pourquoi, mais je ne comprenais pas. J'étais heurtée en permanence, je n'étais pas en adéquation avec ce qu'on me demandait de faire.
Comme j'ai un peu de caractère, j'étais souvent heurtée avec la direction. Je ne dis pas que c'est de leur faute aujourd'hui, je pense que ce n'était plus ma place. Je faisais aussi beaucoup de développement personnel de mon côté, donc ça me faisait cheminer vers quelque chose qui était plus en adéquation avec le monde de la grande entreprise. Et puis le développement personnel tout seul, c'est bien, mais moi, je m'arrêtais toujours au passage à l'action. Et un jour, j'ai rencontré Isabelle, qui était coach, et je me suis fait ce cadeau, j'ai bien accroché avec elle, et je me suis dit, je vais m'offrir un coaching. Et le but du coaching, c'était d'ailleurs pas de quitter mon travail, c'était plus d'être à nouveau bien dans mon travail, on va dire. Et puis, j'ai fait tout ce cheminement avec elle. Finalement, les réponses que j'ai trouvées, je les savais déjà, je les connaissais, puisque j'avais déjà fait une partie du travail et j'avais déjà cette idée de coach qui me tournait dans la tête, sans oser passer à l'action. Et grâce à elle, d'un coup, je me suis dit, mais en fait, c'est possible. C'est possible et tu peux quitter ton travail pour te lancer dans cette activité. Alors, je sais que quand je suis partie, on m'a dit que j'avais beaucoup de courage de partir. Et moi, je ne vois pas du tout ça comme ça. C'était une nécessité, c'était le moment. Et pour moi, je n'avais pas le choix. Il fallait que je parte. Donc, c'est un cheminement qui est très loin, en fait, et qui date, qui est très loin. Je veux dire, qui date de plusieurs années. Mais au final, j'ai l'impression que c'est les 3-4 derniers mois où ça s'est accéléré. Je me suis dit, c'est bon, j'y vais. D'accord. Voilà. Donc, ok, j'ai compris que tu avais bénéficié du coup de certaines influences, notamment d'Isabelle Claude, dont j'ai fait l'interview il y a quelques mois. Oui, j'ai vu. Est-ce qu'il y a d'autres rencontres qui t'ont permis cette évolution? On reviendra sur Isabelle parce que justement, il y a quelque chose d'intéressant dans ce que vous avez fait toutes les deux. Et est-ce que tu as d'autres rencontres qui t'ont influencé et qui t'ont permis d'avoir l'évolution que tu as aujourd'hui? Oui, en fait, je disais en 2015, j'avais été appelée par cette personne qui me proposait une opportunité d'affaires. Et c'était une opportunité d'affaires d'ailleurs que je développe toujours aujourd'hui. J'en parlais tout à l'heure dans le bien-être et dans une entreprise ce qu'on appelle du marketing relationnel. Ils sont très, très axés sur le développement personnel. Et j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont aidé à cheminer. Je pense que le fait d'avoir travaillé en collaboratif dans cette opportunité m'a permis de voir qu'on pouvait travailler différemment, qu'on pouvait travailler à son rythme en respectant ses valeurs. J'ai vu des gens qui étaient plutôt bienveillants, plutôt dans l'entraide. Et je pense que ça a accéléré le fait que je me sente de plus en plus mal en entreprise, où ce n'est pas ce que je voyais, le travail collaboratif. Et donc, c'est un ensemble de personnes que j'ai rencontrées dans cette activité-là qui m'ont amené en fait à avoir ce cheminement. Une autre personne aussi qui s'appelle Émilie, avec qui j'avais vraiment échangé, qui est coach aussi, coach chaman, je ne sais pas aujourd'hui quel terme elle se donne exactement, mais c'est pareil, en échangeant, comme je disais tout à l'heure, ça a été comme une évidence parce qu'on travaillait sur des petits points et chaque chose mis bout à bout, un peu comme un puzzle en fait, quelque part, brusquement ça se construit et on voit que c'est là où il faut aller. Il y a plus de place pour le doute. Donc je ne peux pas te donner tous les noms, c'est plein de personnes qui à chaque fois me disaient quelque chose qui me faisait cheminer et avancer. D'accord. En fait, chaque personne t'a apporté un petit élément de réponse et qui t'ont permis en fait d'avancer, de prendre un moment la décision de franchir le pas d'arrêter ton travail actuel, le travail que tu avais, pour aller vers ce qui t'intéressait, ce que tu avais envie de faire. Oui, et puis j'ai aussi vu à l'époque, je travaillais aussi avec une psychologue. Là, c'était plus en lien avec l'endométriose que j'avais besoin de travailler sur moi. Et pareil, elle m'a aidé aussi à faire ce cheminement. Plus toutes les lectures après que j'ai pu avoir. Voilà. Ok. Tout au long de ton parcours, j'imagine que tu as dû avoir des freins dans ton développement. Est-ce que ces freins étaient plutôt extérieurs ou intérieurs? Je dirais, en ce qui me concerne, principalement intérieur. D'accord. Je pense. Parce qu'à l'extérieur, j'ai plutôt reçu de l'aide, moi, de beaucoup d'aide.
Par contre, alors oui, il y a un peu extérieur aussi. Je dirais plutôt intérieur parce que je pense que je suis quelqu'un, enfin on dit de moi que je suis quelqu'un de plutôt bienveillant et une personne qui a une grande capacité d'écoute. Mhm. Sauf que cette bienveillance et cette grande capacité d'écoute, je l'ai avec les autres, mais certainement pas avec moi. Et pendant des années, j'étais plutôt dure avec moi. Je ne faisais jamais assez bien, pas comme il fallait. Je l'ai certainement reproché aux autres pendant longtemps. Donc, j'aurais pu dire que c'était plutôt à l'extérieur, peut-être il y a encore quelques années. Mais en fait, je me rends compte aujourd'hui que c'est vraiment moi. Je n'ai pas su m'écouter à des moments clés. Et je pense qu'à plein de moments, j'avais cette petite voix intérieure qui me disait que j'étais prête pour faire des choses, mais je l'ai toujours bridée et j'avais trop de doutes ou trop de culpabilité pour avancer. Donc pour D'accord, moi, c'est vraiment moi qui me suis empêchée d'avancer, ça c'est clair. d'accord. Ok. Du coup, ces difficultés ont dû être générateurs d'émotions inconfortables, de stress. Est-ce que tu avais à ta disposition des techniques ou bien tu allais chercher des techniques pour gérer ces émotions inconfortables ou ce stress? Euh, alors je me suis fait aider, hein, comme je te l'ai dit, en allant Mhm. voir notamment une psychologue à l'époque, en allant voir aussi bon, moi, je suis toujours ouverte à plusieurs pratiques enfin, voilà, diverses et variées. J'ai commencé à pratiquer alors, la sophrologie dans un premier temps, la méditation ensuite. Je ne suis pas quelqu'un qui peut méditer pendant des heures. Par Mhm. contre, voilà, j'ai appris à le faire et ça m'a permis à certains moments vraiment de m'apaiser. Même si c'est que 10 minutes. Et aujourd'hui, je le pratique beaucoup plus facilement d'ailleurs quand je sens qu'il y a une tension. Euh, à l'époque où j'étais vraiment très tendue, très stressée, euh, je ne crois pas que j'ai demandé d'aide justement. Et il y a eu plusieurs fois où j'ai coulé parce que je ne savais pas aller chercher de l'aide à l'extérieur. Et la première aide que j'ai rencontrée, qui m'a aiguillée justement sur le fait de prendre soin de moi, et ça a été un médecin traitant qui m'a mis une alerte et qui m'a dit si vous continuez comme ça, voilà, ça va être un arrêt très long. Mhm. Euh, et du coup, suite à ça, ça m'a permis d'avancer. Donc, j'irais, ouais, méditation, sophrologie, des soins énergétiques aussi. Mhm. Soins énergétiques, réflexologie plantaire notamment, des soins avec des bols, enfin, toutes les choses qui pouvaient me permettre. Pour moi, c'était pas forcément le soin lui-même, c'était je prenais du temps pour moi, en D'accord, fait. Et derrière, bah, ça m'a aidé à avancer et à me poser. d'accord. Ok. Donc plusieurs éléments en fait pour te permettre de gérer ce stress-là. Mm. Justement, la connaissance de ces réactions aux émotions et qui est un facteur important. Est-ce que pour toi, les alertes émotionnelles que tu peux avoir au quotidien représentent quelque chose et du coup t'alertent et te disent maintenant, bah tiens, faut peut-être que je m'arrête ou faut mieux que j'aille vers ce sens-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu intègres à ton quotidien? Alors complètement, depuis que je me connais mieux, Ouais. dès que je sens, moi, je pense qu'on a une mémoire du corps, enfin, une mémoire globalement. Et du coup, tout de suite, ça me met en inquiétude. Dès que je sens que je suis un peu trop tendue, trop stressée. Alors ça l'est moins maintenant, depuis que j'ai quitté mon travail. Mhm. Et j'arrive beaucoup plus facilement à gérer, à redescendre. C'est comme si j'avais une petite voix intérieure qui me dit, hop, 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 attention. Et du coup, j'arrive à plus poser. Quand j'étais encore chez Alliance, ça m'arrivait où j'allais quitter mon travail pour aller marcher, par exemple. Voilà, D'accord. prendre l'air, marcher, parce que je sentais que j'avais un trop plein. Je vais aussi aujourd'hui beaucoup plus facilement accepter de me reposer et voilà, de redétendre la pression en disant bah, c'est pas grave aujourd'hui, voilà, ça va pas, ça se passe pas comme je veux. Voilà, j'ai plus de culpabilité à me dire je vais me prendre 2 heures pour aller marcher, pourquoi pas regarder un film, quelque chose, mais pour abaisser tout ça. Mhm. Je pense que alors c'est pas que je suis plus dans la peur hein, que ça arrive, mais je le détecte suffisamment tôt pour que ça ne remonte plus aujourd'hui. D'accord.
Ça peut être 5 minutes juste à me poser. C'est pas vraiment méditer. D'ailleurs, je ferme les yeux et je respire tout simplement, mais D'accord. ça fait vite. Donc, c'est quelque chose qui est complètement intégré actuellement à ta vie. Et du coup, est-ce que tu as mis en place un rituel ou bien tu le fais comme ça vient au cours de la journée ou bien tu débutes la journée par quelque chose de particulier ou bien en fin de journée ou quel est tu le fais au ressenti ou bien tu as instauré un rituel quotidien qui va être tous les jours un peu le même au début et puis après au cours de la journée tu l'adaptes. Alors, en fait, j'ai essayé parce que j'aimerais bien installer un rituel. Mhm. Euh, C'est pas J'aimerais simple. bien. C'est pas Merci. du tout simple. Excusez-moi, il y a une petite coupure, c'est pas grave. C'est bon. Oui, donc j'aimerais bien installer un rituel, en fait. J'ai essayé plusieurs fois. Ouais. Et en fait, j'arrive pas à m'y tenir, même si je sais qu'il faut 21 jours pour installer une habitude. Mais voilà, c'est très compliqué pour moi. Euh, donc le rituel du matin, j'ai vraiment du mal, donc je fais plus au ressenti, du coup. Et le soir, par contre, j'ai quand même un rituel. Je mets systématiquement une petite méditation pour m'endormir, en fait. D'accord. Sur des sujets, alors c'est soit méditation classique pour dormir, ou soit parfois c'est pour travailler un sujet en particulier, donc sur le Mhm. côté un peu répétitif. D'accord. Voilà, Ok. 15-20 minutes, et ça, j'essaye vraiment de m'y tenir. Mhm. Et Donc, c'est le seul que je peux tenir. ok. Donc plutôt un rituel le soir et dans la journée tu adaptes en fonction de comment tu es. Ok. Parfait. Je voudrais revenir sur ta formation parce que tu as pas une formation de coach tout à fait classique et vous avez avec Isabelle fait quelque chose que je trouve très très intéressant. C'est-à-dire que Isabelle qui est coach et qui est très dynamique, en fait, c'est elle qui t'a formé et tu n'as pas suivi une formation dans une école dite pour coach, voilà. Et est-ce que tu peux un peu m'en parler? Comment vous étiez, comment ça s'est construit? Comment vous vous êtes organisé pour arriver? Et puis combien de temps ça a duré? Combien de temps la formation a duré pour arriver maintenant à avoir. J'ai vu qu'elle avait fait aussi un diplôme, un superbe diplôme. Oui, Euh, je l'ai un peu titillé en disant qu'il fallait qu'elle crée l'école, oui, mais bon, voilà, c'est à voir. Elle m'a dit qu'il fallait qu'on en reparle, donc c'est des choses qui courent. je lui en parle aussi. Donc, tu vois, Ouais. j'appuie dans ce sens aussi. Dis-moi un peu comment vous êtes organisé, comment ça s'est passé. Et Alors, comment qui a eu l'idée au début, est-ce que c'est toi qui lui as dit bah, pourquoi tu ne me formerais pas? Ou est-ce que c'est elle qui a dit bah, si tu veux, je te forme? Comment ça s'est passé? En fait, non, c'est mon idée, parce qu'au départ, il a fallu que j'insiste un petit peu, D'accord. on va dire. Alors, comment ça s'est passé? En fait, alors, je ne sais pas si tu y crois, moi j'ai une petite voix à l'intérieur qui me parle et qui me dit des choses. Alors, on peut appeler ça l'intuition ou l'univers ou un guide, je ne sais pas, quelque chose. Et quand j'ai décidé donc de me lancer et de choisir ma formation, alors bien sûr j'ai regardé toutes les formations qui existaient, les prix, comment je pouvais la financer, tout ça, mais il y avait une petite voix qui revenait, qui j'entendais, ça pourrait être bien si c'était Isabelle, mais je l'écoutais pas trop. Enfin voilà, je faisais ça, j'ai vraiment bien tout regardé. Et puis un jour, ça revenait sans arrêt et le programme était intéressant. Hein. Et puis un jour, Isabelle, en discutant, me dit, bon, tu vas voir quand tu vas trouver ta formation. Elle me dit, ah, par contre, moi, je te connais bien. Tu vas voir dans la formation, ils vont t'apprendre des choses, une manière de faire. Et je sais que ça ne va pas te correspondre, mais c'est pas grave. Le temps de la formation, tu feras comme ils te diront de faire. Et puis après, ben, tu feras bien comme tu as envie. Mais je sais que tu feras différemment. Donc j'avais déjà une espèce de choses qui me titillaient. Et je me dis, en fait, je vais aller faire une formation qui va m'apprendre des choses que je n'utiliserai donc pas. Ça m'interpellait quand même. Et puis j'entends aussi qu'Isabelle me dit, moi je te connais bien, je sais que ce ne sera pas adapté. Donc là, je me dis, tiens, une personne qui me connaît bien pourrait peut-être me faire quelque chose qui me correspondrait un petit peu mieux.
Alors, je me suis quand même pas arrêtée là. Hein. J'ai échangé avec d'autres coachs, j'ai échangé avec des formateurs, voilà, pour leur demander ce qu'ils avaient fait comme type de formation, etc. Et ils m'ont tous dit, en tout cas, que c'était pas la formation et le diplôme estampillé certifié qui m'amènerait des clients. Ce qui m'amènerait des clients, c'est vraiment moi et la pratique que je voudrais donner. Moi, j'étais manager, mais comme je te disais, j'étais un manager coach quand même. J'avais déjà une pratique et je sais qu'il y avait des choses déjà que je savais faire. Et donc, je suis revenue à la charge auprès d'Isabelle, en disant, écoute, ce serait peut-être une bonne idée, réfléchis. Et puis, je pense que l'idée a dû faire son chemin. Donc, un jour, elle me dit, elle n'arrête pas de me dire, t'es sûre? Je dis, ben oui, je pense que c'est ce qu'il me faut. Et elle a fini par accepter. Donc, moi, j'étais ravie. Et ça a été une formation géniale parce que complètement adaptée à moi. Alors, le Covid est arrivé, la Covid, pardon, est arrivée là-dessus. Donc, on a tous tout fait en distanciel, mais ça ne nous gênait pas parce que on avait l'habitude de toute façon, lors du coaching, du premier coaching, de travailler et ça nous allait très bien. Donc, la formation a duré environ 6 mois, peut-être un petit peu plus, enfin, je ne sais plus trop, mais on va dire 6 mois. Il y a eu une partie, bien sûr, théorique. Elle m'a reparlé du métier de coach et tout ça, enfin, d'une manière théorique. Quelle devait être ma posture. On a travaillé sur la manière de faire. Mais je trouve qu'elle s'est vraiment adaptée à moi. C'est-à-dire qu'elle m'a plutôt aidée à être complètement autonome sur le sujet. Elle m'a présenté des outils, avec elle, des outils aussi qu'elle utilisait, mais aussi en m'apprenant comment moi j'allais construire mes outils et qu'est-ce que je devais faire pour trouver d'autres outils. On a fait comme dans une école classique, hein. J'ai fait des coachings également qu'on a débriefé ensemble. Comme je disais aux personnes qui ont accepté de jouer le jeu à l'époque, vous avez 2 coachs pour le prix d'une, parce qu'on débriefait les séances. Donc voilà, j'en ai fait 3 dans cette période-là qu'on a débriefé toutes les 2. Et puis après, elle m'a aussi aidée sur la... Du coup, vous faisiez, tu devais coacher en pratique. Elle était Oui. présente ou vous débriefiez après? Non, elle n'était pas présente, on débriefait après. Et Okay. je lui disais ce que j'avais fait et ensuite, parfois, elle m'orientait. Voilà, on échangeait sur les coachings. Et puis, elle m'a également... donc, au niveau des séances, elles étaient espacées, on va dire, tous les 15 jours. Et on a fait les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on travaillait la partie coaching et la partie également comment on monte un business de coach. Donc, le fait que je devais travailler mon client cible, mon offre, on le faisait, on faisait un coup sur 2, c'est-à-dire qu'on a fait les deux parallèlement. Et ce qui est génial, c'est qu'Isabelle était là aussi pour m'aider à construire mon site. Enfin voilà, elle m'a suivi vraiment de A à Z jusqu'à ce que je puisse me lancer. C'était pas toujours facile parce elle a été dure parfois avec moi et je l'en remercie aujourd'hui. Parce que quand on a bossé sur un truc et je me rappelle, elle me disait, soit je te dis un truc gentil, voilà, pour te mettre en confiance, ou je te dis un truc vraiment pour que ça t'aide à mieux le faire, quoi. Donc oui, on part pour le truc et puis c'est parfois pas facile à entendre, mais je le remercie aujourd'hui parce que c'est vrai qu'elle m'a permis vraiment d'avancer. Et puis l'avantage aussi, c'est qu'elle est toujours là. Je sais que si j'ai besoin d'elle aujourd'hui, même sur la partie coaching, je peux l'appeler en fait. Vu le lien qu'on a, c'est génial. Ouais, elle peut te servir comme superviseur dans ta pratique. Donc c'est intéressant. Elle t'a formé, donc elle sait ce qu'elle t'a donné, ce qu'elle t'a transmis, et du coup elle peut avoir une supervision qui peut être très pertinente sur ton activité. Donc ça c'est hyper intéressant. C'est intéressant et c'est précieux. C'est vraiment précieux. Je me rends compte que j'ai de la chance. Et d'avoir cet apprentissage complètement adapté, c'est quelque chose de très précieux et que je trouve super. Bravo pour ce parcours-là. Bien. C'est pour ça que quand tu disais l'inciter à continuer, moi je trouve que voilà, c'était hyper riche parce qu'elle s'est vraiment adaptée à ma manière de faire aussi. Au moins tout ce que j'ai appris aujourd'hui, je m'en sers. Je m'en sers pleinement, quoi. Je suis pas en train de me dire, elle m'a pas forcé à le faire d'une certaine manière alors qu'elle savait que ça me convenait pas. Et je pense même qu'elle adaptait ses cours en fonction du cours d'avant par rapport à là où on était et par rapport à ce que je lui disais. Aussi, elle a construit ça vraiment pour moi, quoi. D'accord. Donc, tu as eu un cours très particulier et sûrement très, très performant.
Connaissant Isabelle, j'en doute pas. Oui. Tu parlais du confinement, que vous avez dû faire des choses, des cours à distance. Cette période confinement, déconfinement, nous a amené à observer des interactions entre surcharge mentale, stress, fatigue. La question que je me pose, c'est est-ce que ça va permettre de développer de nouveaux concepts d'accompagnement des personnes qui ont été impactées ou pas? Qu'est-ce que tu en penses parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire maintenant que du digital. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui va faire évoluer qui peut faire évoluer le métier et la prise en charge? Ben, moi, j'ai connu que le digital sur l'accompagnement de coaching, parce qu'avec Isabelle, c'était le cas. Mais oui, c'est clair. Je pense que les gens sont beaucoup plus ouverts aujourd'hui. On a quand même découvert, jusqu'à présent, les gens pensaient que le face-à-face, c'était vraiment la réponse à tout, que c'était plus convivial, que voilà, on pouvait vraiment interagir, que c'était mieux. Si l'exemple vient en France, c'est rigolo. Moi, je trouve que quand même le côté visio, alors je trouve que pour le thérapeute, c'est parfois compliqué parce que c'est fatigant quand même, parce qu'être bien centré sur la personne, Mm. toujours quand on est en visio, c'est un petit peu plus compliqué qu'en face à face, en tout cas moi je trouve. Mais je trouve que c'est tellement confort. On ne perd pas de temps en fait. On peut, y compris pour le client, puisque globalement on est chez soi, on se connecte. Voilà, si on doit se voir 1 heure et demie, on n'a pas de temps de trajet, on n'a pas peur des bouchons, peur de se garer ou quoi que ce soit. Donc, moi, réellement, sur les personnes que j'ai accompagnées là depuis, il n'y a pas de stress en fait. Moi, je m'adapte à leur planning et je vois par exemple, j'accompagne des mamans qui, le mercredi après-midi, qui ont des enfants en bas âge, ben, on peut se caler pile poil sur la sieste parce qu'on fait ça de chez elles. Mm. Donc oui, ça a ouvert plein de possibilités. Après, il y a toujours des gens qui préfèrent. Moi, j'aime bien, quand je peux, c'est alterner. Avoir au moins une séance, je trouve, en présentiel, c'est sympa. Mm. Surtout la première, celle du vraiment diagnostic et de savoir ce qu'on va faire. J'aime bien la faire, mais quand c'est pas possible, je m'adapte. Mm. Je pense qu'on va, ça ouvre la porte à plein de choses, à un accès peut-être beaucoup plus facile pour les personnes, parce que même en termes de coûts, ça peut être un peu moins cher, ça peut être plus rapide, en délai de réponse. Donc, ça va ouvrir la porte à plus de choix, plus de possibilités pour les gens. Et D'accord. peut-être qu'avoir une démarche d'appeler un coach ou même un autre thérapeute, ça peut être compliqué pour certaines personnes quand on est chez soi, on n'est pas bien. En visio, finalement, moi, je trouve que ça peut être plus facile. Mm. Oui, ça ouvre plein de possibilités. Ok. Et toi, est-ce que tu as été impacté par cette période? Oui, je pense comme tout le monde. Ouais. Euh, alors moi, je venais de quitter mon travail quand on a été confiné 3 mois après, avec la période de formation avec Isabelle. Moi, j'ai plutôt bien vécu le confinement. J'étais chez moi en période de formation à distance. Je devais de toute façon travailler chez moi. Moi, ça a été une période d'une très, très grande introspection pour Mm. moi. Je l'ai bien vécu au niveau familial et tout ça à la maison, mais ça m'a amené beaucoup de questionnements sur moi, sur qui j'étais. En fait, j'ai encore franchi une étape grâce à ce confinement. J'avais besoin de comprendre qui j'étais vraiment profondément à l'intérieur pour savoir qui j'avais envie d'accompagner. Donc, et du coup, le fait qu'on soit à la maison au calme, bah, c'était propice à ça, en fait. Globalement, voilà, j'étais face à moi-même, on va dire ça comme ça. D'accord. Euh, Moi, le déconfinement était plus difficile, curieusement. J'étais contente d'être déconfinée, hein, comme tout le monde, bien sûr. Mais du coup, fallait que je ressorte de chez moi. Et je pense que je ne suis pas la seule, parce que j'en échange avec des personnes, notamment des personnes que j'accompagne. Pour certaines, c'est quelque chose qui a été difficile de retrouver un lien social. Il y a encore ce problème-là aujourd'hui, hein, avec Mm. le fait qu'on déconfine, reconfine. Et bien parfois, ça devient compliqué de ressortir chez toi, de chez soi. Et moi, j'ai vécu ça. Là, on n'avait pas d'excuses à donner. Vous n'avez pas envie Mm. d'aller à un dîner ou quelque part, on ne pouvait pas y aller. Et là, brusquement, retrouver des relations sociales, c'était aussi retrouver des obligations.
Et moi, ça a été un petit peu dur pour moi. Il a fallu que je me force un peu. Je m'en suis rendu compte. Donc, j'ai essayé de gérer. Et je me rends compte qu'il y a des gens qui sont dans cette situation-là aujourd'hui, qui se sont isolés, en fait, socialement, et qui finalement trouvent un certain confort à rester chez eux et à pas bouger et à ne voir du monde que finalement qu'en visio ou qu'au téléphone. Complètement. Ouais. Ouais. Et là, du coup, ces personnes-là, il y a quand même un danger, il faudra faire attention. Mm. Et comme moi, je l'ai vécu, je fais attention là. Là, je ressors un peu, j'attends qu'on redéconfine complètement, mais Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une rupture effectivement du lien social, et que certains ont tendance à non pas à se complaire, mais ça leur va bien cette rupture et la difficulté de recréer le lien en fait et génère une angoisse hein, quand j'en parle avec certaines personnes que j'accompagne. Ça génère une angoisse de recréer du lien, de retourner chez des personnes, pour dans les personnes qui connaissent bien, et de retourner, de s'embrasser. Il y avait une personne que j'avais interviewée aussi qui disait qu'il allait falloir faire des stages de réadaptation, de sociabilisation. ouais, Et c'est ça. je pense qu'il n'est pas très loin de la vérité. Mais bon, on verra qu'est-ce que ça nous donne dans l'avenir. Mais ce lien social a été un peu compliqué pour certaines personnes à reprendre parce ils ont trouvé un confort et qu'ils n'avaient pas, sans doute pas auparavant. Ils avaient sans doute plus d'obligations que de confort. Et la peur de retrouver toutes ces obligations sans le confort, en fait, les dérange un tout Ouais, c'est exactement ça. Mais c'est une bonne idée, moi, je trouve, un stage petit de peu. C'était resocialisation. François Délivray qui qui avait émis cette hypothèse de créer des stages de resociabilisation Voilà, je trouve dans quelques mois. Pourquoi pas? À creuser, en tout cas. à creuser, sans Ouais, masque. ouais, sans masque, bien sûr. Si on est dans la resociabilisation, on enlève les masques. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais Euh, c'est vrai, et c'est dangereux. Hein. Enfin, quand on s'en rend compte, c'est pas grave. Hein. Mais je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas pris conscience. Enfin, moi, j'en ai eu au téléphone, qui prennent pas conscience qu'elles s'isolent, justement, qui n'en ont pas pris conscience. Et pour elles, je pense que voilà, c'est dangereux et qu'il faudra faire quelque chose, mais peut-être par l'entourage, que l'entourage en prenne conscience et qu'ils agissent. Quoi, oui, il y a des petites alertes et il faudra, enfin, je sais pas, on verra comment ça se passe, mais en tout cas, il faudra que des personnes comme de coachs, de thérapeutes soient à l'écoute de ça et puissent réagir et vous accompagner de manière la plus adaptée possible. La deuxième partie dont je voulais aborder, c'est que tu es bénévole de l'association Endo-France. Euh, tu fais partie de cette association depuis combien de temps? Je suis bénévole depuis le 1er janvier 2020, je crois. Oui, 2020, c'était juste avant le confinement. Et quelle a été ta motivation de t'impliquer? Parce qu'on peut faire partie d'une association, de profiter de tout ce que l'association nous apporte en information, en contact, sans forcément être bénévole et être actif dans la marche de l'association. Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier qui t'a poussé à devenir active et à t'impliquer en tant que bénévole? Donc, je suis atteinte d'une endométriose. En tant que bénévole en France, on l'est toutes. Euh, je ne sais pas, moi en tant que, enfin, comme je suis atteinte d'endométriose, j'ai été opérée plusieurs fois. Ce n'est pas le cas de toutes les femmes atteintes, mais moi, ça a été mon cas. Moi, mon déclencheur, ça a été la 3e opération qui a été assez lourde. Et quand j'ai découvert que j'allais me faire opérer la 3e fois, ça a été un très, très gros choc. Voilà. Un très gros choc pour moi. Et je me suis tournée vers Endo-France à ce moment-là. Et ça a été comme une évidence qu'il fallait que je me tourne vers Endo-France, mais pour être bénévole. Alors, ça ne s'est pas fait tout de suite et ce n'était certainement pas le moment à cette époque-là. Ça s'est fait qu'un an après. Moi, en fait, tout à fait égoïstement, le fait d'aider d'autres femmes me fait du bien, en fait.
Et je le fais, c'est pas que je le fais pour moi, mais ça me fait du bien. Et ma motivation principale, c'est que moi, j'ai été opérée 3 fois et je me dis que si j'étais tombée sur les bons praticiens, si j'ai eu le bon niveau d'information dès le départ, parce que les premières fois, j'ai été suivie par des gynécologues qui ont fait ce qu'ils pouvaient, mais qui ne connaissaient pas bien cette maladie et qui m'ont donné aucune information. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que peut-être que je n'aurais pas été opérée la 3e fois. C'est peut-être pas vrai, hein, ce que je dis. Et du coup, j'ai envie d'aider les femmes qu'on rencontre dans notre parcours à leur donner un niveau d'information, à les envoyer vers les bons spécialistes tout de suite pour qu'elles aient une très bonne prise en charge tout de suite. Et ma motivation, c'est ça, et c'est de les soutenir et de faire en sorte qu'elles aillent bien sûr le mieux possible. Parce que j'ai traversé ce parcours. Pour moi, ce parcours-là, il est derrière moi maintenant. Heureusement, j'ai rencontré des gens aussi qui m'ont aidé. J'ai envie de rendre en fait ces choses-là. Mais c'est surtout qu'elles soient vraiment informées là où moi, je ne l'ai pas eu. C'est encore difficile aujourd'hui. D'accord. Donc, Et ça me... donc c'est pour leur fournir la meilleure information possible, en fait, que tu aurais aimé avoir, toi, Oui. à un moment déterminant dans ton parcours. En tout cas, j'ai débuté dans l'association pour ça, en me D'accord. disant qu'il faut vraiment qu'elles soient informées, qu'il existe des choses, qu'il existe des praticiens qui connaissent cette maladie et qu'on leur dise ce qu'il faut faire ou pas faire quand on est atteint de cette maladie. D'accord. Et du coup, c'est comme ça que tu définis ton rôle au sein de l'association, Alors maintenant que ou il est beaucoup plus ouvert, ou ton rôle est beaucoup plus ouvert que ça. quand j'ai débuté, c'était vraiment ma motivation. Ouais. Et, et aujourd'hui, en fait, en tant que bénévole sur le terrain, j'ai plusieurs missions. Donc, il y a cette mission d'informer où les personnes peuvent nous joindre par messagerie. Donc on gère les mails, on leur répond. Mhm. On organise des rencontres amicales, donc là en visio, parce qu'on n'a pas trop le choix. On organise des tables rondes pour leur présenter différentes techniques. Et puis, là, par exemple, cet après-midi, j'étais à la clinique Santé Atlantique à Saint-Herblain pour des permanences, où là, on va rencontrer les patientes en face à face pour un entretien et pour simplement échanger avec elles. Et moi, c'est vraiment l'endroit où je me sens le plus à l'aise. Alors, ça vient peut-être de mon métier aussi de coach, parce que ça m'arrive de faire comme des mini-coachings. Je prends pas une posture de coach, mais finalement, elles viennent pour parler de la maladie, elles ont besoin d'informations, mais aussi pour exprimer leur vécu, pour dire à quel point ça les handicape dans leur projet de vie. Et parfois, on en arrive à parler de projet de vie, projet bébé, dans leur travail, comment ça se passe. On va très, très loin dans certaines circonstances. Et on est là surtout pour les soutenir. J'ai en tête un entretien où finalement la personne m'a parlé de son nouveau projet professionnel, ce qui n'avait rien à voir, me dire en plus, je disais ouais, c'est un beau projet ça, mais il faut... Et voilà, on parle d'autre chose, on est là aussi pour faire en sorte, moi elle est ressortie avec le sourire, j'étais super contente, elle est rentrée, elle pleurait. Et donc il y a cette partie informée, mais pour moi il y a cette partie soutenir. Dans les mails par exemple, je prends toujours le temps de répondre aux mails. Je n'envoie pas les noms des médecins comme ça, parce que souvent, c'est les questions principales que l'on a. Est-ce que vous avez des noms de spécialistes dans la région et tout ça? Et toujours prendre un petit temps de leur demander comment elles vont, qu'est-ce qui se passe dans leur vie, si elles peuvent m'en dire un peu plus sur la maladie avant de répondre, et puis de leur apporter toujours un petit plus. Et moi, je propose très, très souvent des rendez-vous individuels en visio aussi, si elles ont besoin d'échanger. D'accord. Et je sais que c'est ça qui leur fait du bien, en fait, c'est de parler à quelqu'un qui a eu ce même parcours. Elles ont besoin de parler de ça. Donc, par rapport au début, je dirais ma mission, même si ce n'est pas que ça dans Endo-France, la mission que moi je me donne, c'est vraiment de les soutenir dans leur parcours, de les informer, mais de les aider à tenir bon. D'accord. Ok. Très bien. Moi, mon cadeau, c'est quand elles ont le sourire après un entretien avec moi, quoi. Voilà. C'est la récompense. Oui, c'est la récompense. Ouais. Et puis les merci aussi, dire qu'elles ont passé un bon moment. Et parfois, je n'ai pas toutes les réponses techniques, médicales, mais je ne suis pas sûre qu'elles viennent me voir, en tout cas nous voir, nous bénévoles, pour ça. On n'est pas médecin, on n'est pas, voilà. On a quelques réponses. Voilà. Mais d'avoir une écoute et d'avoir l'écoute de personnes qui sont passées, qui ont un parcours aussi,
dans cette maladie. Je pense que c'est très riche et il y a un échange qui se fait naturellement et peut-être beaucoup plus facilement parfois qu'avec les spécialistes. euh, parce qu'il y a le spécialiste, puis il y a le patient, et que la barrière au début est parfois un peu compliquée à tomber. Donc, la barrière doit tomber un peu plus rapidement dans cet échange-là, sûrement. Oui, je pense elles ne peuvent pas tout dire aux spécialistes et Mm. aux médecins. Alors, c'est pour ça que c'est important le fait qu'on soit atteint de la maladie. Et elles savent tout de suite qu'on va avoir une écoute, en fait. Mm. Pourtant, on est toutes différentes, mais elles se disent qu'elles vont être comprises tout de suite. Donc, Ouais. effectivement, elles lâchent ce qu'elles ont à lâcher. Et, certaines non, hein, certaines viennent avec des questions très, très précises, mais pour les autres, de toute façon, je me dis que si elles prennent rendez-vous, c'est qu'elles ont envie Ils ont besoin. Ouais. qu'elles ont besoin et envie d'échanger, en fait. Mais D'accord. voilà, finalement, au bout du compte, il y a très peu de questions, moi, je trouve, alors des questions sur comment gérer sa douleur, oui, mais des questions purement sur l'endométriose, des choses qu'on pourrait leur apporter, il n'y en a pas tant que ça. C'est souvent nous qui proposons, en fait. Est-ce que vous Mm. savez bien que c'est cette maladie? Et là, on les informe. Mais au final, elles nous racontent leur histoire. Mm. Et puis après, derrière, voilà, on tire à fil. Comme je te disais, parfois, j'ai l'impression d'être en petite séance de coaching. Mm. Voilà. Ok. Voilà, donc c'est Euh, sympa. Sur le plan administratif et d'un point de vue général, est-ce que tu trouves que l'endométriose actuellement est bien reconnue ou qu'il y a un déficit au niveau de la médiatisation et qu'elle mériterait d'être mieux reconnue par les instances comme la CPN, l'ARS, le ministère de la Santé? Alors, Est-ce qu'il y a une moi, je trouve, évolution ces derniers temps mais que c'est pas encore peut-être suffisant et qu'il faut aller plus loin? bah, c'est ce que j'allais te dire, il y a une évolution. Moi, je veux être positive quand Mhm. même. Je trouve qu'on évolue. L'endométriose est de plus en plus médiatisée, donc, grâce à des personnalités comme nous, on a au sein de l'association Laetitia Millot, mais il y en a d'autres qui parlent de l'endométriose. Les gens savent de plus en plus ce que c'est, donc c'est important. Après, moi, je trouve que c'est une maladie, effectivement, qui n'est pas encore assez reconnue. Euh, alors, mais on avance malgré tout. Donc, voilà, c'est pas assez reconnu parce que ça reste. C'est quand même une maladie chronique. Mhm. Je me rappelle à ma troisième opération, quand sur les moteurs de recherche, on mettait maladie bénigne, ça me mettait en colère. C'est une maladie chronique qui a un vrai impact sur le quotidien quand même des patientes. Mhm. Pour beaucoup, pas toutes. Il y a des endométrioses très légères et tant mieux, mais il y a vraiment des choses qui ont un lourd quotidien en termes de gestion de la douleur. On sait que sur ces patientes-là, il faut une approche pluridisciplinaire. C'est pas seulement d'aller voir son gynécologue qui va effectivement donner un traitement, mais voilà, tu es bien placé pour le savoir. Il faut aller voir un médecin algologue, c'est mieux d'aller voir un ostéo, parfois la sophrologie peut aider, parfois l'acupuncture. Et toutes ces médecines-là ne sont pas prises en charge par les sécurités sociales aujourd'hui, ne sont pas reconnues. Heureusement, certaines mutuelles prennent en charge, mais souvent les patientes nous disent mais je ne peux pas tout faire. Je n'ai pas les moyens non plus. Une séance, c'est facilement 40-50 euros. Les mutuelles, elles prennent quoi? Deux. Les meilleures mutuelles prennent 3-4 Mhm. séances en charge par an, pas Ouais, plus. pas plus. Et quand on est atteint d'endométriose et qu'on a mal, il faut parfois une séance d'ostéopathie par mois. Donc Mhm. ça en fait 12. Plus la sophrologie, plus d'autres choses. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on se bat pour que ce soit reconnu en infection longue durée, parce que ça donnerait déjà un certain nombre de choses, mais il serait aussi d'aller un cran plus loin, de pouvoir, pourquoi pas, avoir un budget pour ces médecines alternatives qui aident beaucoup les patients atteints Mhm. d'endométriose. Et puis aussi, même si aujourd'hui c'est plus évoqué en fac de médecine, on voudrait que ce soit un peu plus évoqué pour qu'il y ait encore plus d'informations sur le sujet pour que les médecins et l'ensemble des gynécologues puissent au moins, moi je leur reproche pas de tout savoir, on ne peut pas tout savoir,
mais ça puisse orienter en fait. D'où l'importance de centres endométriose qui sont en train de se développer comme ici à Nantes. Et ça, c'est bien parce que si c'est connu, ben même les médecins qui ne connaissent pas, plutôt que de dire des bêtises ou de ne pas être à l'écoute de leurs patients, pourront les orienter vers ces centres-là qui permettront un diagnostic peut-être plus rapide et une prise en charge surtout plus rapide des jeunes femmes qui sont atteintes. Mais bon, malgré tout, moi, je reste optimiste. Je trouve que ça avance, on en parle plus, les gens connaissent mieux, il se passe des choses. Voilà, on voit le ministre de la Santé, on en parle. Voilà. Ça avance peut-être pas assez vite, mais il se passe des choses. Et pareil, en termes de recherche, il y a quand même des choses qui avancent. Est-ce que tu penses que ça reste quand même un sujet tabou et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce tabou tombe parce qu'on voit parfois des couples qui ont du mal à en parler, qui ont du mal, c'est compliqué c'est compliqué pour la femme qui a une endométriose, qui souffre, et puis le conjoint est complètement désemparé. Mais on sent que la communication entre eux n'est pas toujours facile parce que lui n'ose pas ou elle n'ose pas. Enfin, et du coup, ça reste un peu tabou. Et est-ce que tu penses que c'est toujours tabou et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce tabou tombe un peu plus? Alors, c'est toujours tabou pour certaines personnes, ça l'est moins. Là, par rapport au couple, nous, les échanges qu'on a avec les patientes, c'est très variable en fait. Alors, déjà, il faut bien comprendre que le conjoint, il se sent complètement impuissant face à ça parce qu'il voit sa compagne souffrir et il ne peut rien faire. Donc ça, je dirais, c'est au mieux. Et puis après, enfin, au mieux. Je ne veux pas dire ça. Il se sent impuissant, il ne sait pas quoi faire, mais il a envie d'aider, malgré tout. Pour certaines femmes, ce qui se passe encore, ça reste une maladie de femme, j'ai envie de dire. Et c'est souvent pendant leurs règles qu'elles ont mal. Et c'est des sujets parfois qui sont difficiles à évoquer avec leur conjoint. Et comme ça revient, forcément, c'est cyclique, hein, c'est le principe. Et au bout d'un moment, elles peuvent se prendre des réflexions sur le fait que, ouais, bah, de toute façon, tu es toujours fatiguée, on ne peut rien faire, des choses comme ça. Et du coup, les femmes ont tendance à se refermer et à ne plus en parler. Donc, elles vont cacher leur douleur ou elles vont moins montrer qu'elles ont mal et du coup, elles vont arrêter complètement d'en parler. On voit souvent ce qu'elle a quand on échange avec les femmes. Les solutions, en tout cas, nous, les solutions qu'on leur donne, alors c'est pas facile hein, de libérer la parole au sein du couple puis on n'est pas dans leur couple si on n'en parle pas. Nous, souvent, la solution qu'on dit, c'est vraiment d'aller en rendez-vous déjà peut-être médical avec leur conjoint pour qu'ils comprennent ce qu'est cette maladie. Et nous, on les invite aussi à venir, nous, en rencontre amicale ou pourquoi pas lors d'un rendez-vous pour qu'ils puissent comprendre. On parle quand même de plus en plus de l'endométriose. Il y a de plus en plus d'endroits pour aller chercher. Nous, on a une chaîne YouTube EndoFrance. Sur les réseaux sociaux, on en parle. On en parle beaucoup. Moi, j'invite aussi donc, les patientes à dire à leur conjoint qui n'est pas du tout réceptif à ça, d'aller voir. Moi, je peux prendre mon exemple hein, sur le sujet. Moi, j'ai un mari qui globalement, a été très présent voilà, dans tous les stades de la maladie. Moi, il y a eu un moment où j'ai eu une poche, voilà, j'avais une stomie, et on commençait, ça s'est pas mal passé, sauf que on commençait, mon mari me donnait des conseils, d'autres personnes, tu vas voir, ça va bien se passer. Et je le vivais pas très bien à ce moment-là. Et j'étais pas bien, et j'ai fini par lui dire, va voir sur Internet ce que c'est, et après, dis-moi que c'est rien. Et ben, il est parvenu en disant que c'était rien. Il a compris. Donc parfois, c'est juste ça aussi. C'est de dire, parce que nous, on a beau parler, voilà, ils vont minimiser en croyant nous aider. Et ça peut être bien qu'ils aillent s'informer. Donc, voilà, il faut libérer la parole pour moi en disant, allez vous informer. Peut-être que les conjoints doivent venir dans ces cas-là aux rendez-vous médicaux. Parce que là, ils vont prendre quand même la teneur du truc. Et puis les médecins, aujourd'hui, moi je vois les gynécologues ou les médecins, ils parlent aussi aux conjoints dans ces cas-là. Ils l'incluent en fait dans le truc. Voilà, c'est de les inclure dans dans le parcours de maladie en tout cas. D'oser en parler. On a eu récemment une table ronde avec une sage-femme qui nous a donné sexologue. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant. C'est aussi sur
sur le sujet. Je pense que pour les couples, ça peut être intéressant de consulter parce qu'elle a eu une approche aussi où effectivement il faut communiquer avec ce conjoint, mais oser dire. Elle disait il faut que vous osiez. Elle disait c'est à vous de vous prendre en main, femme aussi, et d'oser dire les choses et peut-être de changer certains comportements à tout niveau. Mais on parlait là en l'occurrence du conjoint. D'accord. Elle peut faire un coach pour les aider. Pourquoi pas? Complètement. Ça peut être l'objet d'un coaching, effectivement. Pourquoi pas? Comment une femme peut-elle entrer en contact avec les bénévoles d'Endo-France? Il y a un parcours particulier, il faut se rendre sur le site et du coup, le site oriente directement sur la région dont on dépend, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Il suffit d'aller sur le site et de cliquer sur contacter les bénévoles. Et ensuite, on choisit la région et du coup, le mail part en automatique dans la région concernée. D'accord. Ok. Et puis après, on publie aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et on peut aussi poser des questions, rentrer en contact avec les bénévoles qui, de toute façon, au bout d'un moment, sur les réseaux sociaux, ils réorientent en région. C'est le plus simple. D'accord. Ok. Donc oui, sur le site, pas de souci. Donc, toutes les femmes qui veulent consulter l'endométriose et qui veulent avoir des contacts et échanger, c'est via le site et un mail, et puis après, ça s'enchaîne. Oui, ça s'enchaîne. D'accord. Très bien. Ben, merci beaucoup pour cette information. Est-ce que tu as actuellement un rêve pour aller plus loin? Mais beaucoup. Bien. Un rêve pour aller plus loin. Alors, j'en ai un pour aller plus loin, oui. Moi, mon rêve, je souhaite devenir écrivain. C'est un rêve personnel, un jour. Ok. Comme on dit, tout le monde peut écrire, oui, mais avec talent, peut-être pas tout le monde. Donc, j'aimerais écrire un livre et être publié. Ça, c'est vraiment voilà, un rêve qui me tient à cœur. Et tu as commencé à écrire? Oui, je commence beaucoup, mais je finis peu pour l'instant. D'accord. C'est des ébauches, mais oui, j'ai commencé à écrire. C'est en devenir. Oui, c'est en devenir, voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est vraiment le rêve que j'ai. J'ai vraiment envie de toucher un maximum de monde sur le fait de... je pense que chacun a un énorme potentiel, des énormes potentiels. On a tout ça, j'ai toujours... voilà, j'ai toujours su. Et j'ai vraiment envie que les gens révèlent leur potentiel, le libèrent et l'utilisent. Et du coup, mon rêve, c'est qu'on prenne conscience de ça très tôt. Et avec une éducation nationale, si tu veux, j'en parle avec émotion parce que c'est vraiment quelque chose, que l'éducation nationale prenne conscience de ça et qu'on travaille sur le potentiel des enfants plutôt que sur ce qu'ils n'ont pas. Donc, ça demande de revoir tout ça et c'est de dire, cet enfant-là, ce potentiel-là, je vais l'aiguiller tout de suite vers ce potentiel en lui apprenant des choses. Il faudrait qu'on le détecte assez tôt. Je pense, moi, dès le collège, en fait, il faudrait vraiment les orienter vers leur potentiel. Donc, il faudrait commencer dès là et les aider à développer leur potentiel et qu'ensuite, voilà, ils grandissent en allant vers ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils savent faire naturellement bien et voilà, que ça fasse des enfants épanouis. Je sais qu'avec Isabelle, parfois, on en rêvait, elle me parlait je ne sais plus qui voulait faire un cours du bonheur, en fait, un cours de développement personnel directement, peut-être dès le collège. Mais oui, pour moi, il faut révolutionner l'éducation nationale et la manière de voir nos enfants, partir de leur potentiel pour qu'ils deviennent. Et du coup, j'ai la même ambition, je pense que ça, on peut le faire peut-être plus tôt. En entreprise, ce serait pareil. C'est-à-dire qu'en entreprise, plutôt que de ce mot barbare que je déteste, d'homogénéiser les gens, parce que c'est ce qu'on veut faire sous prétexte d'équité. Tout le monde doit être pareil, tout le monde doit faire pareil, parce que autrement, ils ne seront pas contents. On peut faire des trucs aux gens qui... Ce n'est pas leur talent naturel, du coup, ils sont malheureux, comme moi, et ils finissent par partir, à faire autre chose ou à faire des burn-out. Et donc, moi, je me disais, il faut
que le management soit très, très différent. Donc, on apprenne aux managers à utiliser les potentiels qu'ils ont. Et du coup, il faudrait remonter encore un cran dessus. En fait, je ne vais pas recruter des gens sur leurs compétences, pas du tout, mais je vais recruter des gens sur qui ils sont vraiment et sur le potentiel que je vois chez eux. C'est-à-dire que je vais recruter des talents naturels et je vais leur faire faire ce qu'ils aiment faire. Ça n'empêche pas de développer les compétences et d'apprendre d'autres choses, mais je les mets à leur place. En fait, je voudrais que tout le monde soit à sa juste place. D'accord. Voilà. Donc peut-être que j'écrirai là-dessus un jour plus longuement, mais donc voilà, avec les années, j'espère que j'arriverai à développer quelque chose sur ce sujet. Sur ce sujet, très bien. Nous arrivons bientôt à la fin de cet entretien. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, faire passer un message à ceux qui nous écoutent? Non, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Je voulais te remercier de m'avoir invité. J'étais très touchée. Voilà, non, je suis dire aux gens que si on a parlé d'Endo-France, donc s'ils ont besoin, voilà, ils peuvent me contacter sans problème via la messagerie d'Endo-France et que je serai toujours là pour eux. Mais sinon, rien d'autre à ajouter. D'accord, très bien. Ben, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé, pour ton authenticité et toutes les informations que tu as pu nous apporter, avec des choses très intéressantes dans ton parcours d'apprentissage de ton métier de coach, et puis également vis-à-vis de l'association Endo-France, qui peut aider quand même beaucoup de personnes et beaucoup de couples. Donc, merci beaucoup. Je te souhaite une très belle soirée et puis à très bientôt. Au À revoir. très bientôt. Au revoir.